Bonjour, je suis le président-directeur général de Club Tissu. Mon nom est Frédéric Guérin et dans le cadre de la Semaine de la mode, on a fait des entrevues avec des designers montréalais qu'on aime beaucoup chez Club Tissu. Alors aujourd'hui, je suis avec Mélissa, qui est Bonjour. designer et fondatrice de Mélo, la marque montréalaise, depuis presque 20 ans maintenant. Presque, ouais. Donc aujourd'hui, on va parcourir son histoire, ses inspirations, ses processus de création pour que vous puissiez en apprendre plus sur elle et sa marque. Donc, bienvenue. Merci. Très content de te recevoir. Merci beaucoup. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Comme tu sais, on est une de nos marques chouchou, c'est Club Tissu, pour ton style, ton design, tout ça. Fait que je suis vraiment excité de partager tout ça avec tout le monde. La première question que j'aurais pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a amené, c'est quoi le parcours qui t'a amené à devenir designer? Ben écoute, moi, c'était vraiment. Ça a toujours été là pour moi. Là. C'était un de mes rêves là, quand j'étais petite. Là. C'était mon métier de qu'est-ce que tu vas faire plus tard. C'était ça. Là, que j'allais être dessinatrice de mode, que je disais. Dessinatrice de mode. Ouais, dessinatrice de mode. Puis, je faisais j'ai même des catalogues là, que je dessinais. En fait, j'aimais les grandes robes, les robes de princesse et tout ça. Ça fait que, tu sais, j'avais la mariée 90, 91, 92. Wow. Tu sais, j'avais 10, 11, 12 ans dans ce temps-là. Puis, tu sais, c'est ça, je dessinais tout le temps. C'était un peu mon dada. Puis, ça s'est transformé, comme avec le temps, j'ai juste commencé à coudre sans vraiment savoir comment. Ma mère avait une machine à coudre qu'elle n'avait jamais utilisée. Puis je faisais du patinage artistique. Puis quand j'allais au club de patin, souvent celle qui faisait les costumes du club était là. Puis je la regardais faire. Puis c'est un peu elle qui m'a donné les bases, tu sais, de Wow. couture. Puis elle, des années plus tard, elle avait un magasin de tissu à Matane, justement. Wow. Puis j'allais tout le temps la voir, j'achetais mon tissu à la livre là-bas. Wow. Puis elle avait des vieux patrons des années 70, fait que 60-70, fait que j'achetais ses affaires à elle, puis j'empruntais des trucs. Puis quand je savais pas comment monter quelque chose, ben elle me le disait. Puis là, je disais, pourquoi ça a fait ça? Puis elle disait, ah, mais c'est parce que là, tu l'as cousu du mauvais sens, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai vraiment expérimenté. Je le faisais sans savoir comment. Puis ça m'a permis de vraiment, ça m'a fait une expérience. Hmm. Puis je faisais tous mes vêtements rendus au cégep. Mais même si j'ai pas été étudiée là-dedans directement, j'ai été plus vers l'art et la photographie. OK. Parce que il y avait quelque chose que j'aimais pas derrière les designers de mode, le côté hautain de la mode, les grosses lunettes noires, tu sais. Ouais. Le snobisme, là, ça me répugnait vraiment, puis ça m'attirait pas, tu sais, le monde de la mode en général. Puis c'est vraiment comme après avoir fait mon cours, puis après ça, je suis partie à Vancouver. Puis c'est une fois que j'étais là-bas que je me suis rendu compte que, tu sais, je continuais encore à faire mes vêtements. Puis là, j'ai dit, il faut que j'apprenne, tu sais, je veux pousser ça plus loin. Puis j'ai fait un cours en commercialisation de la mode. Puis c'est durant le cours en commercialisation, parce que je me disais, je sais coudre, donc je n'ai pas besoin d'aller, tu sais, en design de mode. Mais finalement, en commercialisation, c'est là que j'ai rencontré des profs qui étaient patronistes. Puis là, j'ai vraiment comme je voulais apprendre là, à faire des patrons, tout ça. Fait que j'ai fait design de mode par la suite. Fait que, tu sais, en 2005, là, à 25 ans, je suis revenue puis, à Montréal, puis j'avais mes 2 diplômes. Puis j'ai pratiquement commencé tout de suite après, là, en 2000. Tu sais, j'ai parti ma Mélo en 2007, puis ça s'est fait tellement rapidement, sans nécessairement avoir de plan. C'était vraiment tu sais, comme un peu un concours de circonstances. Tu sais, j'avais étudié là-dedans, j'étais à Montréal. Tu sais, moi, j'avais étudié à Vancouver, fait que j'avais pas de. De réseau, Non, de. j'avais pas fait de stage ici non plus, fait que j'avais rien. Fait que j'avais essayé de travailler là-dedans, puis finalement, ben, j'avais rien trouvé, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à faire des robes de patin, OK. des robes de passage artistique, parce qu'au début, c'était un peu ça mon idée. Je m'étais dit, je vais faire des robes de patin, comme ça, je serais pas dans la mode, Hmm. tu sais, de snobisme. Fait que je voulais comme faire un peu, puis je trouvais que ça allait chercher le côté costume que j'aimais, tu sais, de quand j'étais petite. Puis, fait que j'ai fait ça, j'ai vraiment parti une ligne de vêtements de patinage artistique en OK. 2007 avec le Sage Montréal Métro. Tu sais, j'ai développé mon entreprise à travers eux. Tu sais, on pouvait faire un plan d'affaires, puis ils nous apprenaient, c'était vraiment un cours là, sur de lancement d'entreprise, mais la mode était exclue, sauf si tu utilisais des matières spécifiques, techniques. Ah ouais. Fait que le patin artistique fonctionnait vraiment bien. Fait que j'ai parti Ecliptic Design à cette époque-là. Mais je faisais quand même tout le temps mélo à côté. Puis après un an, tu sais, de cette formation-là, tu es supposé vivre de ta compagnie. Puis
après 1 an de ça, j'ai ouvert une boutique, en fait. Et j'ai eu une opportunité d'avoir une boutique sur Saint-Denis, un loyer qui était vraiment pas cher, puis ça aurait pu être un atelier boutique. Fait que je l'ai pris, puis j'avais même pas de collection. J'ai pris le truc le 1er septembre 2007. J'ai pris le local, puis j'ai pris comme 4-5 styles que j'avais dessinés à l'école. J'ai fait faire une production pour avoir quelque chose à vendre. Puis j'ai aussi pris d'autres designers en consigne dans ma boutique. Puis le 21 septembre, j'ai ouvert la boutique, puis j'avais comme ma première employée qui était une couturière. Wow. Fait que, tu sais, ça a vraiment commencé comme ça. Puis j'ai développé mes lots avec la clientèle. Tu sais, à l'époque, la rue Saint-Denis, c'était fou. Il y avait du monde. On n'était pas encore ouvert. Puis il y a du monde qui voulait venir, qui voulait rentrer. Puis on était comme à l'étage, en plus. Fait que, tu sais, Fait que j'ai vraiment comme... Je vendais moi-même les vêtements. Je les voyais sur les corps de toutes sortes de femmes. Fait que, tu sais, le côté diversité corporelle, puis que tous des modèles qui s'adaptent bien au corps, tout ça, je l'ai vraiment développé avec la clientèle directement parce que je le voyais, tu sais, qu'est-ce qu'il faisait moins bien, puis c'est ça. Fait que c'est comme ça que c'est né, vraiment. Wow, OK. Puis, tu sais, on en parle souvent du côté entrepreneurial, tu sais, à quel point c'est important d'être connecté sur nos clients, puis de savoir ce qu'ils comprennent, puis tout. Puis à quel point aussi, des fois, ça prend pas comme le plan parfait pour se lancer, mais tu sais, ce que je comprends de ton histoire, c'est que c'est une passion qui était là de longtemps, tu as saisi cette opportunité-là, tu as commencé, puis ça a développé. Ça m'a amené là, c'est vraiment là où il fallait que je sois, j'imagine. C'est vraiment super. Puis, est-ce que tu trouves que ta signature, ou ce qui différencie la marque Mello de cette époque-là, puis aujourd'hui, il y a encore un filon conducteur ou ça a beaucoup évolué? C'est sûr que ça a beaucoup évolué, mais il y a encore le filon, parce que je me le fais dire par des clientes, puis les gens le voient, ils sont capables de reconnaître des vêtements Mello. C'est pas nécessairement sur chaque pièce, mais un peu notre signature qui est... Parce que moi, j'étais très... j'étais passionnée par la construction du vêtement, le patron et tout ça. Fait que quand je travaillais souvent des vêtements de façon qui était comme sortait de l'ordinaire, je travaillais sur des vêtements qui s'enroulent puis qui s'attachent. Fait que c'était d'autres méthodes. J'étudiais genre des méthodes de patron médiéval, quand ils faisaient des capes sur le côté, juste avec le hood, le capuchon puis la cape. Fait que c'est juste deux. Fait que j'avais ça, je trouvais ça vraiment cool avec le trou pour le bras. Ça fait que j'expérimentais beaucoup dans d'autres techniques de patron. Puis moi, des patrons compliqués, je trouvais ça vraiment le fun. Fait que quand le patron était tout le temps quelque chose de compliqué, c'était tout le temps un peu difficile à mettre, mais quand tu l'avais, c'était quand même des lignes clean, puis c'était pas comme bizarre à porter. C'est que ça tombait bien, mais c'était surtout la technique derrière qui était complexe. C'est un peu quand j'ai commencé à vendre avec mon agente en 2016 que c'est elle qui me dit là, un peu plus simple, s'il te plaît, parce que là, j'ai vraiment de la misère à vendre la ligne, puis c'est vrai, des fois, c'était vraiment comme une ligne qu'il fallait quasiment moi vendre en boutique, il fallait que je sois là pour, enrouler les gens, puis c'était comme, mais j'ai vendu ces pièces-là vraiment longtemps, là. Il y a des vêtements que j'ai faits à l'école que je vends encore aujourd'hui. Wow! Wow! Fait que comment ça a évolué, ça? Si tu dis que le centre, c'est un patron un peu complexe, aujourd'hui, ce que tu fais, tu le simplifies. Tu parlais d'agente tantôt, mais dans le fond, c'est la personne qui te représente auprès des boutiques, c'est ça? C'est ça. Comment ça a évolué vers une simplicité, mais en gardant ta touche, tu décrirais ça comment? Bien, moi, je travaille beaucoup le layering, fait que c'est un peu, on va faire des effets, des fois, de faux layering, en travaillant les vêtements, en faisant plusieurs couches, plusieurs épaisseurs, des trucs qui dépassent. Fait que ça, fait qu'on le travaille autrement. C'est comme si le look final donne un peu l'effet de layering, mais en fait, ça se tient mieux sur un cintre. En fait. C'était ça un peu mon problème. Quand c'est quoi tes forces, tes faiblesses, moi, c'était que c'était pas beau sur un cintre. Fait que les gens avaient de la misère à, T'étais de la misère connectée avec le client parce que... il était comme, fallait vraiment que ce soit mis sur des mannequins pour que les gens le voient en 3D. Je pensais tout le temps le vêtement en 3D et non en 2D. Fait que c'était jamais très beau sur la... Ben, ça arrive encore aujourd'hui qu'il y a des affaires que c'est pas super sur le cintre, mais on essaye de le faire comme... On va racheter des mobilons à la ceinture pour que, mettons, elle relève, pour que sur le cintre, ben, ça ait de l'air de ce qui est supposé avoir de l'air. Parce que je vais travailler beaucoup avec des choses que c'est supposé être bouffant. Fait que c'est sûr que si tu le mets sur le cintre, ben là, ça a l'air tout étiré, puis c'est bizarre,
Ça fait qu'on travaille ça, mais tu sais, on est rendu maintenant, tu sais, quand ça fait presque 20 ans, ben on a nos bases comme un peu établies. On retravaille tout le temps à partir de vêtements qui existent déjà. On part jamais d'une base, là. Complètement neuve. Non, exact. Puis, tu sais, on a quand même toute une ligne aussi d'essentiels de basic qui sont très simples, là. Tu sais, c'est des vêtements qui sont, qu'on vend beaucoup, mais qui sont pas nécessairement compliqués, là. Fait que ça, on a vraiment un peu de tout en ce moment, mais tu sais, la ligne est très complète là, parce qu'on va faire autant des manteaux d'hiver que des robes, que des pantalons, que des basics, que des chemises. Tu sais, fait ça a toujours été, ça a été développé pour être vendu en boutique comme comme étant la seule marque, mettons, dans une boutique. OK. Fait que t'as pas le choix d'avoir, tu sais, les Différents morceaux qui font bien ensemble. Exact, ouais. Si une cliente te découvre aujourd'hui, par quel morceau de vêtement devrait commencer chez Mello pour avoir comme le morceau signature ou La veste asymétrique. la veste asymétrique? Oui, c'est un modèle que j'ai dessiné à l'école, que j'avais je l'ai un peu changé à un moment donné parce que c'était les clientes, je l'avais fait à l'école, puis tu sais, c'était comme le col était tout texturé, mais là, il était texturé comme à la main. Moi, je l'avais tout cousu, mais tu sais, c'était comme irréaliste De produire de ça. faire en production. Ça fait que là, j'en étais venue avec avoir un cordon qui fait que ça fait juste le mot en anglais, là. Mais l'effet, Ça fait une il se crée. texture, c'est ça, dans le col. Puis au début, c'était comme plus un manteau doublé, puis je le vendais à la boutique sur Saint-Denis. Là, des fois, j'en vendais 10. Wow. C'est fou. Puis à un moment donné, ben, les gens voulaient le porter à l'intérieur. Fait que j'ai développé la version pas doublée, la version simple, là. Plus aussi un peu moins dispendieux, parce que quand c'est doublé, c'est pratiquement le double du prix. Ben ouais. Puis c'est ça, fait que c'est encore mon morceau fétiche que je vends encore, puis que j'ai une boutique à Québec qui en vend énormément, là. Elle vend ça comme un peu un produit touristique, de produit local. Wow. Elle a une version rouge Canada. Wow. C'est comme avant ça dans le petit Champlain, là. Cool. Fait que c'est vraiment la pièce. Souvent, on a des clientes qui vont venir en boutique, puis on va dire qu'ils arrivent comme ça, puis là, ils sont comme... Quelqu'un m'a dit de venir ici, que j'allais trouver. Acheter ça. Fait que là, dans ce temps-là, tu sais, on va leur sortir les basics, là, toutes les pièces de base qui sont tout le temps nos bons vendeurs, Ben ouais. qui font bien à toutes les silhouettes. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de la cliente qu'on a. Tu sais, on a la cliente Mello qui est habituée, elle les a déjà, ces basics-là, elle est ailleurs. Fait que, tu sais, on va y présenter autre chose. Super. Puis quand tu développes autre chose, justement, tu as tes bons basics, tes trucs réguliers. Quand tu développes autre chose, tu vas chercher où ton inspiration? Ben, moi, je suis toujours un peu inspirée par l'histoire, mais c'est sûr qu'on part maintenant. J'ai appris avec le temps que c'était important de partir des livres de tendance. Des livres de tendance. Oui, on commence tout le temps par ça parce que c'est important, surtout pour les couleurs. Mais tu sais, parce que le fast fashion fait un peu accepter les vêtements, les couleurs, les coupes au public, tu sais. OK. Fait que les gens sont... ils sont comme... on s'en rend pas compte, mais on est affecté par ça. Fait que, tu sais, pourquoi on aime tout le même vert en même temps? C'est juste parce qu'on l'a vu Sur partout. plein de mannequins en même temps. Puis Puis, tout ça. si moi, je le sors pas, tu sais, c'est important Ouais. de le savoir, puis de sortir une couleur au bon moment, parce que je l'ai fait au début, tu sais, sortir des couleurs au mauvais moment, puis c'est juste que les gens sont pas prêts, c'est comme, ça fit pas dans leur mood, on dirait. Ça fait que c'est une des choses qui est importante pour nous, c'est les livres de tendance. Après ça, on va voir les coupes qui vont ressortir, comme là, tu sais, on sait que la taille s'affine dans les blazers. Tu sais, on avait beaucoup de coupes boxy dans les dernières années. Là, ça commence la taille se définit, la taille des pantalons descend. Tu sais, il y a comme tout le Y2K là, qui appelle, là, qui est les débuts des années 2000. Mais il y a toujours quand même, moi je suis très, je pense pas que ça va faire comme taille basse ou taille haute. Là, maintenant, je pense que les femmes achètent des pantalons à leur, tu sais, ce qu'ils préfèrent elles. Parce que souvent, c'est une question de silhouette. Tu sais, c'est pas toutes les silhouettes de corps qui vont porter un pantalon taille basse versus... Il y en a qui n'ont jamais porté le taille haute, ils veulent que ça soit plus bas. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'essaie des fois de dessiner des pantalons qui vont pouvoir être flexibles et qui peuvent être portés un peu plus bas ou un peu plus haut, Wow. selon la silhouette.
Puis j'imagine que ça a un impact sur la durabilité de tes vêtements aussi, parce que s'ils sont un petit peu moins juste sur une tendance, puis plus adaptables, fait que les gens sont capables de les garder plus longtemps. Oui, c'est sûr. C'est, tu sais, la majorité des vêtements c'est des classiques qui peuvent être portés longtemps. Puis, tu sais, même là, on a commencé à reprendre des vêtements seconde main Mello. OK? On a été très inspirés par Atelier B. C'est des filles géniales qui ont vraiment des solutions, la circularité textile et tout ça. Ils travaillent Ouais. fort là-dedans. Puis j'ai voulu suivre leur exemple. Puis on a fait la même chose qu'eux, de reprendre les vêtements Mello en seconde main pour un peu dire on est responsable de ce qu'on met dans Ouais. l'environnement, on va le reprendre, puis nous, on va le gérer. Fait que c'est ce qui est le fun parce qu'on voit, il y a des modèles qui nous reviennent, que les filles dans mon équipe, ils n'ont jamais vu, ils sont comme c'est quand. Il y avait genre 4 ans quand ça a sorti, tu sais. Mais c'est ça, fait que ça nous permet de voir que, ben ça vieillit vraiment bien. Ouais. Parce que, puis tu sais, s'il y a quelque chose qui a mal vieilli, ben on le voit aussi. Fait que, tu sais, ça nous permet de s'améliorer, Wow. de savoir aussi qu'il y a certaines coupes qui passent à travers le temps, où tu fais comme, ah ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. On va ramener le boléro, on va ramener, tu sais. Je me fais encore demander, tu sais, je faisais souvent des gauchos, là, des OK. pantalons harem à l'époque, puis là, j'ai encore des clientes qui me demandent des gauchos. Fait que là, j'en ai fait à l'été, puis ils étaient comme, yes! Fait qu'il y a ce lien-là qui est Tu sais, très fort. c'est ça, exact. Fait que la qualité tu sais, du vêtement, c'est sûr que c'est important pour que ça puisse passer dans le temps. Puis c'est ça, c'est aussi être éco-responsable aussi, tu sais, de ne pas faire Ouais. des produits qui vont juste être bons pendant une saison. Ouais, c'est ça qu'après 3 mois, il est déchiré, puis tu Ouais. jettes au Ouais, final. c'est ça, ou juste complètement démodé, tu sais, c'est ça. Cool. On parle de durabilité. Il y a un gros facteur de durabilité qui est aussi dans les matières que tu utilises. As-tu des tissus, des matières qui sont chouchous, que tu adores travailler? Oui, j'aime beaucoup travailler le PDR. OK. On a des... ça, c'est un peu un tissu qu'on utilise pour des basics. Je trouve que c'est quelque chose qui se tient tellement bien, puis qui va ça va avoir de l'air de quelque chose de chic ou de quelque chose de tissé, justement, mais en fait, c'est c'est extensible, puis c'est confortable, ça ne frippe pas. Fait que c'est des matières qui passent vraiment bien à travers le temps. Oui, il y a du nylon, fait que c'est pas nécessairement les fibres qu'on va... tu sais, là, on essaye beaucoup de travailler, d'éliminer tout ce qui est artificiel, mais c'est ça, des fois, on essaie de faire le pour et le contre, parce que le PDR qui dure des années, c'est comme ça vieillit pas, ce tissu-là, tu sais. Les couleurs restent belles, la Les qualité couleurs reste restent belle. profondes, puis tu sais, ils vont pas délaver, la qualité reste belle, tu sais, les qualités qu'on achète, ils boulochent pas du tout. Ça fait que, tu sais, c'est sûr que ça pèse dans la balance, là. Fait que, mais sinon, on travaille aussi beaucoup des matières comme le tencel, le lyocell, tu sais, là, on commence à travailler le chanvre avec l'été prochain. On est bien passionnés, là, mon assistante et moi, dans les fibres naturelles, puis essayer de travailler le plus possible pour essayer d'éliminer le plus de polyester possible de nos créations. OK. Puis, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui motive l'utilisation justement du lyocell, du tencel, de ces fibres-là? Tu parles d'éliminer le polyester, mais pourquoi c'est important pour toi? Finalement, il finit par être plus compostable, plus facilement compostable en fin de vie. Parce que quand tu mets des tonnes de vêtements dans l'univers, sur la planète, après 20 ans, tout le nombre de pièces qui est en circulation de mélo, tu espères qu'ils ne sont pas en enfouissement parce que c'était devenu une guenille puis tout ça. Puis, ben, s'il finit là-bas, s'il finit aux poubelles, ben, je voudrais qu'il se décompose plus facilement. C'est surtout ça. Mais tu sais, des fois, le polyester, c'est inévitable dans certains trucs. Tu sais, comme on fait affaire avec des entreprises qui font des jacquards, puis c'est des jacquards qui sont tricotés à Montréal. Fait que moi, j'adore ça, tu sais, c'est un tissu qui est vraiment fait ici, fait localement, dessiné pour nous. Ben, ils utilisent du polyester. Fait que, tu sais, on travaille avec nos fournisseurs pour essayer d'avoir des options plus éco-responsables. Mais c'est quelque chose qui... c'est un long processus, puis à chaque collection, on se dit, OK, bon, tout ce qu'on fait
c'est un petit pas, mais c'est un petit pas vers la bonne direction. Oui, puis on sait que c'est complexe parce que, Ouais, tu sais, des très fois, complexe. une matière polyester faite à Montréal, c'est plus éco-responsable que quelque chose qui a été produit avec du charbon, que les teintures ont Ouais, pollué les ou qui a rivières, utilisé tu sais. énormément d'eau. Tu sais, le coton, ça utilise énormément d'eau. C'est vraiment pas évident, là. On a fait un cours, justement, avec Stec Pro, là, là-dessus. Puis c'est ça. Dans le fond, nous, ce qui est ressorti, c'était surtout que nos gisements premiers, c'était des retailles puis des échantillons non vendables. Mm. Parce qu'on développait les collections. Puis tu sais, quand on développe, ben on va faire un échantillon, on le coupe, on l'essaye. On fait des modifications, on recommence, on le coupe, on l'essaye. Fait que des fois, on va avoir 3, 4, 5, 6 échantillons par vêtement. Si on a comme 40 vêtements dans la collection, ben ça en fait beaucoup. Puis là-dessus, c'est tous des non vendables parce que c'est des entre-deux, tu sais, Ouais. ou tu sais qu'il faut qu'ils soient upcyclés pour qu'ils deviennent quelque chose d'intéressant. Donc là, depuis cette collection, une collection-là, celle qui est en ligne présentement, on l'a développée avec un programme qui nous permet de faire des essayages virtuels. OK. Fait que, tu sais, ma patronesse, elle utilise quand même, ça fait ses patrons normalement sur l'ordinateur. Après ça, elle va les importer dans le programme. Ça va faire la couture. C'est pas magique, là. Il faut quand même qu'elle les assemble. Puis après ça, ben, on fait des fits virtuels. Fait qu'on a fait à peu près, elle a calculé qu'on avait sauvé 73 échantillons. Wow. Ouais, Fait que c'est des coûts, mais c'est aussi un impact environnemental. vraiment, Fait que c'est ouais. très gagnant-gagnant. C'est ça, exact. La technologie nous aide à être là-dessus. Tu parles Ouais. de ton processus, tu sais, fait que de l'inspiration des livres de tendance jusqu'à ce qu'il y ait un produit qui sorte en boutique. Peux-tu nous raconter un peu ce qui se passe? Ben écoute, on est vraiment là-dedans là, en ce moment. On recommence. Là. C'est le début on retourne des vacances, fait qu'on recommence avec l'automne 2026. Donc là, on commence à regarder les livres de tendance, on regarde vers les palettes de couleurs qu'on aimerait développer. Depuis la COVID, nous, on essaie d'acheter des tissus qui sont ici le plus possible. Avant, on les faisait faire, on les faisait teindre. Puis là, c'était de les faire venir de l'Europe, puis c'était comme long et très dispendieux. Donc là, on essaie d'acheter des trucs qui sont ici, qui sont déjà teints. Puis, fait qu'on a les palettes de couleurs des contracteurs, des fournisseurs. Fait que là, on commence à regarder les tissus, on sélectionne, on fait des petits d'échantillonnage pour faire des tests parce qu'on doit tester tous les tissus pour voir à quel point s'ils se lavent bien et tout ça. C'est aussi être éco-responsable de faire ça parce que si tu le laves puis il foule de moitié, après ça, ben, tu le mets aux poubelles. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on va les tester puis ben éventuellement on va développer. Là, les modèles vont commencer à sortir une fois que les tissus sont sélectionnés. Moi, j'y vais un peu en... je m'inspire vraiment d'un peu de tout. Là. Comme je disais, des fois, l'histoire va m'inspirer. Des fois, ça va être d'anciens modèles que je vais transformer. Des fois, c'est le tissu vraiment qui me donne des idées. Des fois, il y a des groupes de tissus que je suis comme, bon, OK, il faut que j'arrête là, parce que j'en ai 10. Mais ça en prend quand même une bonne quantité pour que ça fonctionne un peu dans la collection et tout ça. Fait que, puis après ça, ben, Marine, ma patronesse, elle va sortir les modèles en patron. On se parle, j'explique les dessins, qu'est-ce que je veux. Puis elle va sortir les patrons, puis c'est ça, on fait des fêtes virtuelles. Après ça, une fois que les vêtements sont approuvés, en virtuel, ils vont aller en tissu. Puis là, ben, c'est la même chose, on va l'approuver en tissu. Puis une fois que c'est approuvé, puis que tout est approuvé, ben là, on fait nos duplicata. Fait que là, c'est vraiment nos échantillons de vente qui vont aller à l'agence de vente. Fait qu'elle, elle a besoin d'un échantillon de chaque couleur. C'est qu'on refait toute la collection dans toutes les couleurs disponibles. Puis c'est aussi avec ça qu'on fait le photoshoot. Fait que c'est pour ça que c'est tout le temps plus difficile de faire des photos avec des tailles autres que small, parce que les échantillons sont tous faits en small. Donc, c'est ça. Puis une fois que le photoshoot est fait, ben là, on fait le catalogue. L'agente prend la ligne, puis elle, là, en ce moment, elle est en période de vente pour l'été 2026. Pendant que nous, là, on recommence avec l'automne 2026. Fait que ton processus, c'est quasiment 1 an d'avance. Ouais, il y a comme, pour accoucher de la collection ou le concept de la collection, on parle de 6 mois. Puis après ça, ben, faut que ça soit vendu. Que ça soit vendu, puis après ça, elle sort vraiment. Ouais. Le concept de la collection est vraiment quand même, il sort au début, mais je dirais qu'il se consolide avec le temps. Là. Puis ça devient un peu plus clair aussi. Des fois,
c'est le shoot qui fait comme, oh, OK, oui, ça, tout a du sens, mais on dirait que tu travailles, tu sors des modèles, puis là, c'est comme au shooting que tu vois que... Il y a une cohérence. Ouais, puis, exact, c'est bon. Fait que là, c'est ça, on est... Fait que après ça, ben, c'est juste les ventes. Une fois que les ventes en gros sont rentrées, c'est un peu notre base pour partir en production. Fait que là, on a nos quantités, on commande nos tissus. Il peut y avoir des délais, ils peuvent avoir le tissu. Des fois, ça peut être 8 semaines avant de recevoir le tissu. Fait que c'est vraiment un long processus parce que on a besoin de beaucoup de matériel, beaucoup de matière, de beaucoup de choses qui seront pas, qui vont prendre du temps à faire. Oui, exact. C'est super intéressant. Puis, dans le fond, tu dis que là, vous êtes déjà en train de travailler l'automne l'année prochaine. Ouais. Fait que ça, c'est excitant. De vivre des fois dans le futur comme ça doit pas être évident. Ça doit être un des 1000 défis qu'il y a d'être entrepreneur. Est-ce que tu doutais que de devenir designer, de fonder ta marque, ce serait autant de gestion, de petits défis, de petits challenges qui tournent autour de ça? Écoute, j'étais très naïve en faisant ça. Là, je ne me suis pas posé trop de questions à savoir ce serait comment. Je l'ai juste fait. C'est sûr qu'avec du recul, c'est comme « Oh my God! » C'est quelque chose. C'est vraiment un milieu qui est très... il faut être très à l'affût de toutes les dépenses parce que on fait de la production de vêtements. Des fois, je dis « Ah, ils sont chanceux, ceux qui ont juste un produit, ils vendent de la confiture. » quelque chose. Ils font de la confiture tous les jours. Ouais. Tu sais, ketchup Heinz. C'est sûr que Heinz, ça peut être produit, mais je veux dire, c'est comme tout le temps la même chose que tu refais éternellement. Fait que, tu sais, c'est sûr que de développer comme une quarantaine de produits 2 fois par année, fait que c'est presque 100 produits par année, mais c'est comme à chaque produit est développé, puis il va faire son cycle de vie jusqu'à tomber en solde éventuellement, puis dans la liquidation. Fait que chaque produit fait ce... Fait que c'est énormément de recherche et développement. Puis il faut bien le faire, mais il faut le faire rapidement, puis il faut le faire dans les temps. On a beaucoup de deadlines aussi. Fait que c'est sûr que c'est une business de passionné, là. Ouais. Puis qu'est-ce qui garde ta flamme aussi allumée qu'il y a 20 ans? Écoute, parce que moi, je m'amuse, je fais ça, puis à chaque fois qu'on développe une nouvelle collection, je trouve ça le fun, j'ai tout le temps envie d'aller au bureau aussi le matin. C'est pas un fardeau pour moi, c'est mon entreprise, c'est ce que j'ai bâti. Puis, tous les aspects, il n'y a pas grand-chose que je fais que je vais être comme « Ah non, je ne vais pas faire ça. » Même la comptabilité, l'analyse des chiffres, le côté affaires, j'aime beaucoup ça aussi, de faire des prévisions financières. Puis d'après ça, d'aller « Ah, je l'avais. » On l'a eu. Scène près! Même de l'atelier de livres, des choses comme ça. Il y en a que c'est leur bête noire, mais souvent, quand tu es entrepreneur, en fait, tu vas un peu te développer une équipe autour de toi pour les choses que tu veux vraiment pas faire. Oui, exact. Comme moi, faire la couture, c'est pas quelque chose qui, comme je te disais tantôt, c'est pas quelque chose qui va je vais vouloir faire. Ça me fait plaisir de le déléguer, puis ils vont le faire beaucoup mieux que moi. Je le faisais, je l'ai fait longtemps, mais c'était surtout parce que je voulais je voulais avoir le vêtement, puis je le faisais, mais au moment où j'ai eu quelqu'un qui le faisait à ma place, c'est quelque chose que j'ai pas besoin de reprendre. J'aimais beaucoup aussi faire le patron, mais ça, c'est quelque chose aussi que j'aime mieux avoir quelqu'un qui est mieux outillé, qui va faire, qui va être capable de le faire sur l'ordinateur et tout, Puis aussi, c'est parce que c'est pratiquement un job à temps plein, là. Ben oui. Patroniste, c'est mon assistante patroniste, elle travaille là-dessus tout le temps. Fait que tu peux pas tout faire à un moment donné, là. C'est ça, de faire grandir l'entreprise puis d'être spécialisé dans ces choses-là, c'est difficile. Tu es rendu avec 10 personnes que tu me disais tantôt. Puis là, dans le fond, ta job est de plus en plus une job de gestionnaire, mais toute l'expertise que tu as de couture puis de patron, puis ça fait que tu as l'œil, puis tu vois, puis j'imagine que c'est pour ça que tes clientes reviennent année après année, parce que tout le souci du détail que tu mets dans tes choix de textile, dans tes patrons, on parlait dans une conversation ultérieure, tu me disais, quand on essaie un truc, on voit qu'il tombe mal, ou etc., on retourne au patron, puis je vois ce qui ne marche pas. Cette expertise-là, elle apporte la qualité, la signature de Mello aussi. Là. Oui, exact. Puis, c'est super important. C'est ça que je dirais à n'importe quel. Parce que souvent, je vois des gens qui veulent faire ça, mais qui veulent être autodidactes. Là. Ils ont fait des vidéos YouTube, tout ça. Puis moi, c'est mon plus grand conseil, c'est de s'outiller parce que dans l'industrie, c'est sûr que si tu veux commencer, oui, tu vas pouvoir t'engager une patronesse, mais ça va te coûter cher. Ouais. Fait que tu es aussi bien d'être capable de tout faire toi-même parce que
pour te partir puis pour commencer, parce qu'à un moment donné, quand tu seras rendu avec des bonnes ventes et tout, ben là, tu vas le savoir que ça, c'est le temps que j'engage quelqu'un pour faire ça, puisque là, ou tu sais, moi, c'est parce que j'ai eu ma fille, fait qu'il fallait que quelqu'un fasse les patrons pendant que tu sais, que j'étais chez moi puis j'avais mon bébé, tu sais. Fait que c'est comme, mais l'important, c'est qu'au moins, j'avais la base puis j'étais capable de le faire moi-même au début, puis après ça, ben là, tu peux grandir ton équipe. C'est comme de bâtir les choses comme un morceau à la fois. Puis le fait que tu aies cette connaissance-là aujourd'hui, ben, tu es capable de former des employés, les accompagner, puis tout. Fait que c'est vraiment génial. Ouais. En terminant déjà, si les gens veulent connecter avec toi, il y a ta boutique en ligne, les médias sociaux. Ta boutique est principale ou... Oui, maintenant, on a une boutique sur le boulevard Monk. Ça fait 1 an qu'on est ouvert. On va célébrer nos 1 an là, à la semaine de la mode, justement. On va faire un défilé pour ça. C'est ouvert au public, d'ailleurs, ils peuvent venir. Cool. Pour le défilé? Oui. Ça, c'était quelle date? C'est le 23 septembre. Super. Puis, c'est ça, on est là, on est ouvert presque à tous les jours. Sur la boutique, il y a le site web puis les médias sociaux tout le temps. Là. Puis dans combien de boutiques au Canada, tu dirais qu'ils peuvent te retrouver? À peu près une trentaine, là. Fait que c'est génial. Une trentaine dans toutes les provinces. On est beaucoup au Québec. Après ça, c'est l'Ontario. Puis le reste du Canada, c'est un petit peu plus éparpillé. Super. Bien, je suis vraiment content de t'avoir reçu aujourd'hui, de peut-être faire connaître à notre clientèle le grand talent que tu as, la belle vision que tu as. Merci. On te souhaite une grande continuité à la marque puis à toi. Merci d'avoir été avec nous. Merci Fred. Bonne journée. Super gentil.